De quoi est-ce qu'on parlait quand je me suis arrêté il y a 2 semaines? Est-ce que vous vous souvenez? Il était question de ce jeune homme qui s'appelle Hylas, qui allait être abandonné en cours de route en même temps que Héraclès. Et on avait déjà vu donc que Hérodote rappelait déjà cette histoire, mais plaçait l'abandon d'Héraclès du côté de la Magnésie, donc tout près de Iolcos, du point de départ, alors que chez Apollonios, on avait vu que cet épisode de l'abandon avait lieu plus tard dans le voyage, au moment où ils sont dans ce qu'on appelle la Propontide, c'est-à-dire l'équivalent de la mer de Marmara. Et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté sur un passage, c'était les vers 1207 à 1220 du chant 1, qu'on avait déjà lu, et peut-être pour vous remettre dans le bain, je vous relis simplement le passage en question que vous avez sur votre polycopier. Si quelqu'un n'a pas le polycopier, j'en ai encore un exemplaire ici. Alors Julie, vous êtes la gagnante, voilà. Les autres qui ne l'auraient pas, je vous rappelle que vous pouvez le télécharger sur ma page web aussi. Alors je relis le passage. Cependant, Hylas, portant une aiguière de bronze, avait quitté la troupe de ses compagnons à la recherche du cours sacré d'une source. Il voulait, avant le retour du héros, puiser l'eau du souper et préparer tout le reste sans retard et avec soin pour son arrivée. Car c'est dans de telles habitudes qu'Héraclès l'élevait, après l'avoir emmené en sa première enfance de la maison de son père, le divin Théodamas, qu'il avait tué sans pitié au pays des Dryopes dans une querelle au sujet d'un bœuf de labour. Théodamas fendait le sol d'une jachère avec sa charrue, accablé de chagrin, et Héraclès le pressait de lui céder un bœuf de labour malgré ses protestations. Celui-ci cherchait en effet un funeste prétexte pour porter la guerre chez les Dryopes, parce qu'il vivait sans le moindre souci de la justice. Mais ce récit m'égarerait loin de mon champ. Fin de la citation. Alors, ce récit, vous voyez, c'est une digression. Apollonios lui-même finit par dire qu'il s'éloigne de l'objet du poème, et on apprend donc que Hylas est un jeune garçon qu'Héraclès a recueilli après avoir tué son père dans une querelle. Hylas, c'est un de ces jeunes gens qui font partie de la catégorie des jeunes mignons qu'on retrouve dans la mythologie, comme par exemple un personnage que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, c'est Hyacinthe, le mignon d'Apollon, ou encore plus tard, à la période impériale, on va avoir Antinoos, qui est lui un compagnon tout à fait historique de l'empereur Hadrien, mais toujours selon le même modèle. Alors, on peut maintenant se demander, cette digression, où est-ce qu'Apollonios est allé la chercher? Est-ce qu'il a inventé ça? Est-ce qu'il a pris ça ailleurs? Eh bien, on a un écho de la chose dans un lexique byzantin qui s'appelle l'Etymologicum Genuinum, qu'importe le nom précis, mais c'est un lexique byzantin où l'on trouve un vers qui est cité et qui est attribué à Callimaque. Et il y a une explication qui résume une histoire qui présente pas mal de points de ressemblance. Vous avez ça aussi sur votre polycopier, c'est le fragment 25 de Callimaque, où donc on vous cite d'abord un morceau d'un vers où il est question des Asiniens, et puis ensuite on vous explique de quoi il s'agit. Et voilà ce qu'on vous dit. On raconte qu'Héraclès déplaça les Dryopes qui commettaient des actes de brigandage des environs de Delphes jusqu'au Péloponnèse pour qu'ils soient empêchés de perpétrer leurs méfaits à cause du nombre important des personnes habitant dans la région. Et c'est pour cette raison qu'on les a appelés Asiniens, parce qu'on ne leur permettait plus comme avant de dévaster se disant sinomai, Asiniens, sinomai, vous voyez, il y a cette racine sin. Donc on voit Callimaque qui apparemment a raconté une histoire où Héraclès s'attaque aux Dryopes à cause de leurs actes de brigandage. Et le récit aboutit à une explication. Le nom des Asiniens est un jeu de mots sur le verbe sinomai, dévaster. Alors,
l'éditeur moderne d'Apollonios de Rhodes, qui s'appelle Francis Vian, va même plus loin. Pour lui, la digression opérée par Apollonios montre que Apollonios a emprunté le récit à Callimaque. Et on y reviendra dans un instant, parce que cette question des emprunts est importante. Mais avant ça, il faut qu'on avance dans le récit d'Apollonios. Vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Mais avançons dans le récit. On arrive au moment où Hylas s'est éloigné du bateau, il est sur la terre ferme, et il est dans un endroit où il y a une sorte de vaste étang. Et voilà qu'il va se faire entraîner au fond de l'eau par la nymphe qui habite la source où il est venu puiser son eau. Et vous avez le passage que je vous lis une fois de plus en traduction. La nymphe aperçut près d'elle Hylas, dont la beauté et la grâce charmante se teintaient de rose à la lumière de la pleine lune qui l'éclairait du haut du ciel. Affolée d'amour par Cypris, elle eut peine dans sa stupeur à rassembler ses esprits. Dès qu'il eut plongé son aiguière dans le courant, le corps penché de côté, comme l'eau bruissait en coulant à gros bouillons dans le bronze sonore, aussitôt elle posa sur son cou son bras gauche, brûlant de baisers sa bouche délicate. De la main droite, elle lui tira le coude et l'entraîna au milieu du tourbillon. Donc vous imaginez Hylas qui se penche dans l'eau pour remplir son récipient, et puis dans l'eau, il y a la nymphe qui sort le bras, et hop, elle le tire au fond. C'est ça l'image. Alors, c'est un passage qui est assez caractéristique de la poésie hellénistique. On voit comment Apollonios décrit à la fois le sentiment amoureux de la nymphe, mais avec des détails très précis, avec des éléments naturels qui vont donner une impression presque graphique de la scène. On voit la lune qui donne une teinte rose à la peau d'Hylas, le personnage d'Hylas lui-même légèrement penché de côté, le bruit de l'eau qui rentre dans le récipient de bronze, la douceur du baiser, tout ça, ce sont des détails tout à fait caractéristiques de cette poésie hellénistique. Et je profite de ce passage pour relever un aspect formel que j'avais déjà évoqué il y a 2 semaines, mais maintenant on peut un peu revenir là-dessus. Contrairement aux aèdes de la période archaïque, qui faisaient le plus souvent coïncider l'étendue d'un hexamètre avec une unité de sens, eh bien ici, Apollonios travaille sur un support écrit. Et ça veut dire qu'il peut se permettre de pratiquer des enjambements de vers entre les vers. Et si vous regardez le texte grec des vers 1229 à 1239, vous voyez que j'ai souligné certains enjambements qui sont évidemment plus difficiles à rendre avec la traduction française, mais même si vous ne savez pas le grec, vous pouvez voir les passages soulignés, c'est des endroits où la phrase continue au vers suivant. Donc ça, c'est le genre de choses, du point de vue formel, qu'un poète de l'écrit peut beaucoup plus facilement se permettre de faire. Alors, on voit maintenant Hylas entraîné au fond de l'eau par la nymphe, et ce passage appelle un parallèle qui va vous montrer que Apollonios travaille non seulement avec Callimaque, mais avec un autre poète, c'est Théocrite. Théocrite qui est à peu près de la même période. Je vous lis un passage d'un poème de Théocrite. « Comme le jeune homme approchait de l'eau la vaste cruche, pressé de l'y plonger, toutes s'attachèrent à sa main, car toutes sentirent leur tendre cœur emporté hors d'elles-mêmes par l'amour vers l'enfant argien. Il tomba dans l'eau tout d'un coup, tel un astre enflammé tombe du ciel tout d'un coup dans la mer, etc., etc. » Alors, vous reconnaissez ici une scène très semblable. La seule différence notable, c'est que le jeune homme est enlevé ici, non pas par une nymphe, mais par plusieurs. Et ça n'est pas d'une épopée argonautique qu'il s'agit, mais d'un bref poème qui fait 75 vers. Et ce poème a pour titre Hylas. Donc on retrouve notre jeune homme qu'on a déjà vu dans les argonautiques, cette fois-ci traité par Théocrite. Alors là aussi, Francis Vian, l'éditeur d'Apollonios, s'est posé la question du rapport entre les 2 passages parallèles, parce qu'il est évident qu'il y a un rapport.
Et sa conclusion, c'est que c'est de nouveau vraisemblablement Théocrite qui a servi de modèle à Apollonios. Alors ça, c'est important pour nous. On a deux parallèles avec respectivement Callimaque et Théocrite, deux poètes contemporains, mais qui maintenant nous éclairent sur la manière dont Apollonios travaille. C'est-à-dire qu'il produit un poème d'une grande ampleur, mais en fait il s'appuie en partie sur le travail d'autres poètes érudits de son époque, et il intègre ces morceaux, ces épisodes, si vous voulez, dans la trame de ces argonautiques. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé, parce qu'on peut maintenant encore poursuivre dans le récit de cet épisode, parce que maintenant Héraclès donc, s'est aperçu que Hylas a disparu, il ne sait pas où il est, mais Héraclès va partir avec un autre compagnon qui s'appelle Polyphémos, et ils vont partir à la recherche d'Hylas disparu. Et les argonautes, eux, de leur côté, embarquent de nouveau et ils repartent sans s'apercevoir qu'ils ont laissé derrière eux Héraclès, Polyphémos et Hylas. Alors on va reprendre le fil du récit au moment où tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont oublié quelqu'un. Ils sont dans le bateau et regardez ce qui se passe. Ce sont les vers 1280 à 1295. À l'heure où, dans le ciel, l'aurore au regard radieux commence à luire en montant à l'horizon, quand les sentiers s'éclairent et que les plaines humides de rosée brisent sous l'éclat de la lumière, ils s'aperçurent qu'ils avaient, par mégarde, laissé leurs compagnons. Entre eux s'éleva une violente querelle, un tumulte affreux. Aurait-on, en partant, abandonné le plus brave de tous, donc Héraclès? Désespéré par son impuissance, l'Ésonide ne parlait ni dans un sens ni dans l'autre, mais restait immobile, accablé en lui-même d'un lourd chagrin et se rongeant le cœur. Alors, Télamon, saisi de colère, lui dit « Tu restes ainsi tranquille parce que tu avais organisé l'abandon d'Héraclès. C'est de toi qu'est parti le complot pour que son prestige dans la Grèce n'obscurcit point le tien, si les dieux nous accordent de rentrer chez nous. Ah, mais à quoi bon les paroles? J'irai là-bas, même malgré tes compagnons qui se sont fait les complices de cette ruse. » Alors, deux éléments importants dans ce passage en tout cas. Tout d'abord, vous voyez un Jason indécis, qui ne sait pas très bien ce qu'il doit faire dans une situation imprévue. Et cette indécision, c'est une des caractéristiques du personnage de Jason. Mélissande, vous vous en souvenez, quand on a fait le séminaire sur les argonautiques, on a vu ce Jason indécis qui se démarquait très fortement d'Ulysse. Ulysse, qui lui est le héros aux 1000 ruses, qui trouve toujours un moyen de s'en sortir, en particulier face à la contestation de ses compagnons. Jason, lui, au contraire, c'est un être beaucoup plus sensible, plus délicat, qui ne trouve pas nécessairement la solution, et il rappelle certains personnages de la comédie de Ménandre, donc à la fin du IVe siècle. Ce sont ces jeunes gens qui, devant l'épreuve que représente, par exemple, la conquête d'une belle jeune fille, se trouvent soudain totalement désemparés. Alors Jason, il est un peu comme ça aussi. Le second point à relever, c'est que le discours de Télamon offre une forme d'explication indirecte pour comprendre pourquoi Héraclès a été laissé derrière. Bien sûr, Jason n'avait pas l'intention de laisser Héraclès derrière lui. L'explication que donne Télamon dans notre passage n'est pas la bonne. Jason n'a pas fait exprès d'éviter que Héraclès lui fasse de l'ombre. Mais ce qui se passe, c'est qu'il était inimaginable que Héraclès accompagne l'expédition comme numéro 2 dans l'affaire. Donc il faut trouver un procédé narratif qui va expliquer pourquoi Héraclès, tout en étant actif, tout en vivant à la même époque que les Argonautes, pourquoi Héraclès, en fait, ne participe pas. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait vu cette question du synchronisme entre différentes traditions mythologiques.
Et là, le problème, c'est qu'Héraclès vit en même temps que les Argonautes, mais il ferait de l'ombre à Jason s'il était dans le bateau. Et donc, ça nous ramène à cette question des soudures. Soudures entre les différentes traditions. Alors, simplement maintenant, pour en terminer avec cet épisode, on peut se demander ce qu'il va advenir d'Héraclès et puis de son compagnon Polyphémos. Ils sont partis à la recherche d'Hylas, mais qu'en est-il ? Que va-t-il arriver à Héraclès ? Eh bien, Apollonios nous le dit dans un passage suivant, au vers 1345 et suivant. Quant aux deux absents, par le vouloir de Zeus, l'un, l'élatide Polyphémos, devait fonder et bâtir chez les Mysiens une ville portant le nom du fleuve. L'autre s'en allait de nouveau accomplir les travaux d'Eurysthée. Il menaça de dévaster sur le champ le pays des Mysiens s'il ne découvrait pas pour lui quel était le sort d'Hylas, mort ou vif. Ils livrèrent en otage les plus nobles enfants choisis dans leur peuple et firent serment de ne jamais cesser leur travail de recherche. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, les gens de Chios continuent la quête d'Hylas, fils de Théodamas, et s'intéressent à Trachis, la bien bâtie, car c'est là qu'Héraclès installa les enfants qu'il lui avait donné à emmener de chez eux comme otages. Donc, vous avez Polyphémos, laissé en arrière par les Argonautes, et ce Polyphémos serait à l'origine de la fondation d'une cité de Chios qui porte le même nom que le fleuve Chios. Donc, en fait, on est en présence d'un récit de type étiologique. On a déjà vu ce que c'est qu'un récit étiologique. Ce récit explique notamment un rituel, celui des habitants de Chios, qui, comme le dit Apollonios, aujourd'hui encore, je l'ai souligné, je l'ai mis en caractère grade dans le texte, aujourd'hui encore, donc, continue de chercher Hylas. Il y a probablement un rituel religieux là derrière. Le récit mythologique explique les liens aussi qu'entretiennent les habitants de Chios avec la cité de Trachis, qui, elle, se trouve en Grèce continentale, du côté de la Thessalie, vers le défilé des Thermopyles. Donc, en fait, ces liens entre deux cités qui sont de part et d'autre de la mer Égée, si vous voulez, ces liens passeraient par ce récit relatif à des otages que les gens de Chios auraient donnés à Héraclès. Tout ça, évidemment, ça nous ramène à un élément qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, c'est la production de Callimaque. Je vous rappelle que Callimaque est l'auteur de ce poème avec de nombreux épisodes qui s'appelait les Aïtia. Les Aïtia, donc les causes. Et on voit très bien comment Apollonios peut aller se servir dans du matériel étiologique, donc des Aïtia, mais pour intégrer les choses dans ce récit plus large. Alors maintenant, on va laisser Hylas au fond de son étang, parce que le récit avance, et en fait, entre le voyage de l'aller et le voyage du retour des Argonautes, il y a ce fameux chant 3, qui est un moment extrêmement important du poème. C'est le moment où Jason va affronter toute une série d'épreuves que lui impose le roi de Colchide, qui s'appelle donc Aïétès. Et c'est là que Jason va conquérir la fille du roi qui, bien sûr, s'appelle Médée. Alors, l'histoire d'amour va occuper une place qu'elle n'aurait jamais pu avoir dans l'épopée archaïque. On ne peut pas imaginer cette histoire dans l'Iliade ou l'Odyssée. Et donc, cette importance du thème amoureux, eh bien, elle est soulignée par Apollonios lui-même dès le début du chant 3, ce que vous avez sur votre polycopier. Vous voyez, le chant 3 commence de la façon suivante, où il faut corriger d'ailleurs la référence puisque
c'est Apollonios de Rhodes, argonautique, c'est chant 3 vers 1 à 5. Sinon, ça ne veut rien dire. Hein. Alors voilà comment ça commence. Allons, Erato, viens m'assister et conte-moi comment, de là-bas, Jason rapporta à Iolcos la toison grâce à l'amour, Éroti, l'amour de Médée. Toi, en effet, tu as aussi ta part de l'apanage de Cypris et tu charmes les vierges ignorantes du joug par les soucis que tu leur causes. De là vient le nom aimable, Épératon, attaché à ta personne. Donc, Éroti et Pératon, il y a de nouveau un jeu de mots. Vous vous souvenez que le chant 1 avait commencé avec une invocation à Apollon. Ici, c'est plus spécifique, c'est une invocation à l'une des muses, Érato, parce que le poète rattache Érato au mot Eros, le désir amoureux. Donc lui-même annonce son programme de travailler le motif amoureux. C'est un motif qu'on trouve chez Apollonios et qui va bien sûr être recyclé plus tard dans la littérature latine, dans l'Énéide, avec le motif de Vénus et de Vénus, de Cupidon et puis de Didon qui tombe amoureuse d'Énée. C'est évidemment d'Apollonios que vient le motif de Didon et Énée. Alors le chant 3 va alterner entre une Médée qui est en proie à un amour insensé et Jason qui lui doit affronter ces épreuves que lui a imposées Aïétès. On va voir que les personnalités des deux protagonistes sont très différentes. Une Médée donc éperdue d'amour, mais un Jason qui lui se présente en toute occasion comme un homme assez posé, qui va affronter les épreuves en les acceptant un peu comme un arrêt du destin. D'abord, il n'est pas très heureux, et puis finalement, il prend les choses pas trop mal. Alors, on peut commencer avec Médée, et on va voir le moment où elle est encore hésitante, elle ne sait pas encore très bien comment elle doit réagir face à ce beau jeune homme qui débarque. Et voilà comment Apollonios nous raconte la chose. Elle dit, se leva et ouvrit la porte de sa chambre, pieds nus, vêtue de sa seule tunique. Maintenant, elle était impatiente d'aller trouver sa sœur, et elle franchit le seuil donnant sur la cour. Mais longtemps elle restait sur place dans le vestibule de sa chambre, retenue par la pudeur. Elle revint sur ses pas et rentra. De nouveau, elle sortit de chez elle, puis battit encore en retraite. Ses pieds la menaient ici et là, en vain. Chaque fois qu'elle avançait, une pudeur intérieure l'arrêtait. Chaque fois que la pudeur la retenait, la passion effrontément l'entraînait. 3 fois, elle essaya, 3 fois, elle fut empêchée. À la 4e, elle fit demi-tour et se laissa tomber, la tête en avant sur son lit. Quand une jeune mariée pleure dans sa chambre l'époux florissant à qui l'ont donné ses frères ou ses parents, elle tarde à se mêler à toutes les servantes par pudeur et réserve, reste assise dans un coin, tout à sa douleur. Quelque coup du sort a fait périr son mari avant qu'ils n'aient pu tous deux goûter à la joie d'une entente mutuelle, et elle, le cœur déchiré, elle verse un flot de larmes en silence à la vue de sa couche vide, craignant les railleries moqueuses des femmes. Ainsi se lamentait Médée. Alors, vous voyez cette Médée que nous dépeint ici Apollonios, elle ressemble un petit peu à des personnages, des héroïnes de la tragédie, la jeune fille amoureuse qui hésite à céder à son sentiment, qui n'arrive pas tout à fait à résister, qui essaye. Ça rappelle par exemple la Phèdre qu'on trouve dans Hippolyte d'Euripide, bien sûr. Mais la scène comporte en fait aussi des liens avec l'épopée homérique d'une autre manière. C'est-à-dire que chez Homère, ce sont les hommes qui doivent combattre. Et Médée, chez Apollonios, c'est celle qui doit mener une sorte de combat intérieur qui est celui d'une femme, justement, dans la perspective d'Apollonios. Vous aurez remarqué ce triple mouvement de Médée qui essaye d'aller et chaque fois elle est arrêtée. Eh bien, ce triple mouvement, c'est une sorte d'écho à ce qu'on trouve, par exemple, au chant 5 de l'Iliade. Je vous donne la référence. Iliade 5, c'est 434 à 442. Là, donc, dans ce passage de l'Iliade, c'est Diomède qui combat contre Énée.
Et 3 fois de suite, Diomède s'élance contre Énée, et 3 fois de suite, Apollon le repousse. À la 4e tentative, Apollon, le dieu, donc, donne l'ordre à Diomède de cesser. Donc vous voyez ici un Apollonios qui va réutiliser un motif du combat homérique, mais pour l'appliquer, cette fois-ci, à la passion amoureuse. J'en viens maintenant à Jason. A priori, on s'attendrait à ce que Jason soit un petit peu comme les héros traditionnels de l'épopée. Un héros traditionnel de l'épopée, c'est un chef de clan, généralement avec une certaine forme physique, force physique, qui donc prouve sa valeur au combat. Il appartient à un groupe d'hommes qui se respectent les uns et les autres, et quand l'un de ces hommes a l'impression que l'autre lui a manqué de respect, il doit réagir, il doit en quelque sorte sauver la face, et donc dans ce système de valeurs, un exemple parmi d'autres, c'est celui d'Achille face à Agamemnon. Ça, c'est le code, disons, traditionnel. Déjà, le personnage d'Ulysse, dans l'Odyssée et aussi dans l'Iliade, remet en question ce code héroïque traditionnel par le fait que Ulysse utilise son intelligence plus que sa force physique pour faire prévaloir son point de vue. Donc, Ulysse présente déjà un début de rupture, mais Jason va aller plus loin sous la plume d'un Apollonios. Parce que ce Jason présenté par Apollonios, c'est quelqu'un qui va essayer de chercher toujours le consensus entre ses compagnons. Et ça, c'est totalement contraire à ce qu'on trouve comme idéal dans l'épopée homérique traditionnelle. Je vous montre un passage du chant 3 où on va voir justement Jason essayer de mettre tout le monde d'accord. Voilà ce qu'il nous dit. « Amis, le plan qui a ma préférence, je vais vous l'exposer. Mais c'est à vous que revient la décision finale. Commune est l'entreprise et commun le droit à la parole pour tous également. Qui se tait, gardant pour soi son idée et son avis, doit savoir aussi qu'à lui seul il compromet le retour de cette expédition. Vous autres donc, restez sur le navire, en armes, tranquillement. Moi, j'irai au palais d'Aïétès en prenant avec moi les fils de Phrixos, plus 2 compagnons. D'abord, je le tâterai par mes discours pendant notre rencontre, pour savoir s'il consentirait à nous donner amicalement la toison d'or, ou s'il refuse et, confiant dans sa force, fait fi de notre démarche. Ainsi, en effet, instruit au préalable par lui-même de notre infortune, nous déciderons ensuite soit d'engager le combat, soit de recourir à quelque autre expédient si nous renonçons à la guerre. Mais nous n'allons pas d'emblée, avant de l'avoir tâté par des paroles, le dépouiller par la force de son bien. Mieux vaut d'abord faire une démarche pour nous le concilier par des discours. Souvent, ce que la vaillance accomplirait avec peine, la parole l'obtient aisément à point nommé si elle sait donner de justes apaisements. Alors, on peut difficilement imaginer un héros épique plus consensuel que ça. On va aller demander gentiment à Aïétès s'il nous donnerait la toison d'or, et puis on va lui demander ça par amitié, la philotès, l'amitié qui implique une réciprocité. En guise de réciprocité, Aïétès ne va donner que des menaces et un défi mortel. Et donc, le défi, c'est que Jason va devoir labourer un champ en conduisant des bœufs de bronze qui crachent des flammes. Et Jason, donc, c'est le personnage qui se retrouve à devoir se soumettre à la nécessité, qui gémit un petit peu, mais qui finit par l'affronter. Et vous voyez, je vous ai mis un tout petit passage encore de ce chant 3 où il dit, Jason, « Cette tâche, puisque je ne trouvais pas de meilleure issue, je l'ai acceptée sans tergiverser. » Alors, vous voyez, ce personnage d'Apollonios, de Jason, construit par Apollonios, c'est une sorte de contre-pied, de contrepartie de l'idéal homérique. Mais il y a autre chose. Pour
faire ressortir l'idéal du personnage, enfin du héros homérique, Homère lui-même avait utilisé des sortes de faire-valoir. Dans l'Iliade, le faire-valoir qui montre ce que ne doit pas être un héros, c'est un personnage qui s'appelle Thersites, qu'on trouve donc au chant 2 de l'Iliade. Thersites, c'est le type sans bonne naissance, qui ne sait pas parler, qui, quand il parle à tort et à travers, qui est laid, qui est boiteux. Il a pratiquement tous les défauts. Donc c'est l'anti-héros par excellence. Dans l'Odyssée, dans les chants 9 à 12 de l'Odyssée, vous trouvez une autre sorte d'anti-héros, c'est le personnage d'Euryloque. Euryloque, c'est celui par qui toutes les catastrophes se produisent, en tout cas d'après Ulysse. Et donc, Jason va avoir besoin, lui aussi, d'une sorte de faire-valoir. Et ce faire-valoir, on va le trouver aussi dans la personne de Idas. Idas, ça va être un petit peu le contestataire dans l'expédition. Et je vous donne un exemple tiré, cette fois-ci on revient au chant 1. Voilà comment se présente Idas. Cependant, les Eunides, pleins d'angoisse, pensaient en lui-même à tous les dangers à venir, l'air accablé de tristesse. Vous voyez de nouveau un Jason qui se fait du souci, encore des dangers à venir. Idas, le regardant en dessous, le gourmanda d'une voix forte. « Ésonide, quelles sont ces idées que tu roules en ton esprit? Exprime devant nous ta pensée. Es-tu vaincu par l'assaut de la peur qui effraie les hommes sans courage? J'en fais serment par cette lance impétueuse qui me fait gagner au combat plus de prestige que tout autre, et Zeus même ne me sert pas autant que ma lance. Il n'y aura pour toi ni malheur funeste, ni exploit impossible, tant qu'Idas te suivra, même si un dieu se mettait en travers. Tel est le protecteur qu'avec moi tu emmènes d'Arénée. » Alors vous voyez ici un Idas qui fait comprendre que la solution, ça va être la force, sa lance, il n'y a qu'à compter sur Idas et sa bonne lance. Vous allez voir que les choses ne vont pas se passer comme il pensait. Donc on a un Jason qui hésite, on a un autre personnage qui est à la limite de l'arrogance. Alors, les choses vont ressortir beaucoup plus clairement au chant 3, au moment où il faut vraiment passer à l'action, où Jason doit faire quelque chose pour remporter l'épreuve qui lui a été soumise. Et pour cela, il va choisir de demander l'aide de Médée. Donc Médée va lui donner un produit qui va le protéger dans l'épreuve à affronter. Alors, au moment où il s'agit de demander l'aide de Médée, regardez maintenant la réaction du personnage de Idas. C'est au chant 3, les vers 556 et suivants. Seul Idas, fils d'Apharéos, se dressa d'un bond, haussant la voix dans sa terrible indignation. Il s'écria « Malheur! Nous sommes venus ici, je le vois, en compagnie de femmes, puisqu'on appelle Cypris à notre secours. Ce n'est plus vers la grande force d'Énialios, mais vers des colombes et des faucons que vous regardez en vous détournant des combats. Allez à la malheur, ne vous occupez plus des travaux de la guerre, mais de faibles jeunes filles à séduire par des prières. » En clair, Idas est en train de traiter Jason de lopette, pour le dire comme ça. Vous voyez l'idéal héroïque traditionnel qui normalement est centré sur les hommes. Et là, la réaction d'Idas met en évidence ce changement de paradigme, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher l'affrontement direct avec la violence, Jason et ses compagnons utilisent cette nouvelle arme qui est l'amour. Et Médée, une fois séduite, va pouvoir apporter son secours à Jason. Du même coup, elle va trahir son propre père Aïétès. Alors, on oppose maintenant le comportement masculin, qui repose sur la force, au comportement perçu comme plus féminin.
et qui passe par un autre type de comportement. En fait, cette opposition, elle est déjà présente dans l'Iliade quand Paris se fait tancer vertement par son frère Hector parce qu'il se comporte comme une femme et parce qu'il s'enfuit du combat. Alors, est-ce que ça veut dire simplement que Jason est un homme mou qui ne serait pas à la hauteur de l'idéal héroïque alors que Idas tiendrait bon? En fait, vous allez voir que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'Apollonios va montrer par cette opposition entre les deux personnages que c'est justement l'amour qui est la meilleure des armes. Et vous allez le voir maintenant dans le passage suivant du chant 3, les vers 973 et suivants. L'Ésonide comprit que Médée était atteinte d'un mal divin et lui parla en la flattant doucement. « Pourquoi, jeune fille, tant de timidité devant moi, puisque je suis seule ? Non, certes, je ne suis pas un de ces phas insolents comme il en existe, et ne l'étais pas non plus jadis quand j'habitais dans ma patrie. Laisse donc cet excès de pudeur qui te retient de demander ou de dire ce qui te plaît. Allons, puisque nous sommes venus bien disposés l'un pour l'autre, en ce lieu sacré où la perfidie est défendue, parle et interroge à cœur ouvert, et ne m'abuse point par d'aimables paroles, puisque d'emblée tu as promis à ta sœur de me donner les drogues que je souhaite. » Donc vous voyez, il est en train de l'enjôler, la pauvre jeune fille, il l'embobine pour essayer d'obtenir ces drogues qui vont le protéger. Et en fait, ce stratagème amoureux, c'est quelque chose que Jason a déjà discuté avec ses compagnons auparavant. Donc il fait la chose avec la tête tout à fait froide. Ce n'est pas qu'il soit amoureux de Médée, elle est follement amoureuse de lui, mais lui joue là-dessus pour parvenir à ses fins. Et alors, vous allez voir que ces produits magiques vont avoir un effet encore meilleur que les armes classiques. C'est ce que vous voyez maintenant dans le dernier passage que je vous lis des Argonautiques, c'est toujours au chant 3, les vers 1246 et suivants. Cependant, suivant les instructions de Médée, Jason, après avoir humecté les drogues, en enduisit son bouclier, sa lance pesante et son épée. Autour de lui, ses compagnons essayèrent toute leur force sur les armes, mais ils furent incapables de faire plier cette lance, si peu que ce fût. Déjà par elle-même impossible à briser, elle avait encore durci en séchant dans leurs mains vigoureuses. Pris d'un violent accès de courroux contre eux, Idas, fils d'Apharéos, en frappa le talon avec sa grande épée, mais la pointe, comme le marteau sur l'enclume, rebondit sous le coup. Alors vous voyez l'ironie ici de ce passage. On se rappelle qu'Idas s'était vanté que sa lance était plus utile au combat que Zeus en personne. Et maintenant, vous voyez que les potions de Médée, donc fournies par l'amour, vont dépasser les possibilités des armes traditionnelles. Donc, c'est un petit peu la défaite d'Idas d'une certaine manière et la victoire de Jason qui a choisi le bon stratagème. Alors maintenant, il faut qu'on essaye de nouer la gerbe parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments dans tout ce que je vous ai raconté. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, on avait évoqué le programme poétique de Callimaque. Callimaque, qui était un partisan du poème bref, léger, subtil, et qui rejetait le poème fleuve, le poème lourd, bruyant. Alors, Apollonios, donc on est à peu près à la même période, compose justement une longue épopée avec plusieurs milliers de vers. Il traite d'un thème qui, a priori, pourrait bien correspondre à ce que Callimaque avait rejeté dans son prologue des Aïtia. Mais en définitive, Apollonios va montrer qu'il est justement capable de maîtriser un poème long, mais un poème où la subtilité ne manquera pas. Et donc, pour atteindre son but, il va mettre en œuvre plusieurs procédés qu'on a vus et que je récapitule maintenant pour que ce soit bien clair. On a vu l'épisode relatif à Hylas, qui vous montre de façon assez exemplaire comment Apollonios arrive à intégrer des scènes d'une grande délicatesse, comme l'histoire de la nymphe qui entraîne Hylas au fond de l'eau,
qu'on a vus empruntés notamment à Théocrite. On a vu qu'Apollonios reprend beaucoup d'éléments d'érudition qu'il aura trouvés soit dans ses lectures générales, soit en particulier chez Callimaque. L'épisode d'Hylas en général est traité par Callimaque aussi. Et donc Apollonios injecte, on l'a vu, des récits étiologiques dans la trame du récit, alors que Callimaque, lui, s'est simplement contenté d'énumérer un certain nombre de récits étiologiques, mais dans un contexte qui est homogène, c'est-à-dire que Callimaque ne vous raconte que des récits étiologiques, alors que Apollonios intègre les récits étiologiques dans une trame beaucoup plus large. Et puis, on l'a vu aujourd'hui, Apollonios révise radicalement la figure du héros épique avec le personnage de Jason, un homme à la fois hésitant, soumis à son destin, mais désireux aussi d'obtenir le consensus de ses compagnons. Et donc, il développe de nouveaux instruments. On a vu l'utilisation de l'outil amoureux que Jason met au service de sa mission. Donc, il ne s'agit plus d'utiliser que la force brute, comme c'était le cas notamment dans l'Iliade, avec les grands héros de l'Iliade. Alors, tout ça, ça suggère que cette opposition classique qu'on fait entre Apollonios et Callimaque, cette opposition n'est peut-être pas aussi nette qu'il n'y paraît. On a évoqué la légende de l'exil d'Apollonios qui aurait été provoquée par Callimaque. Eh bien, ça n'est pas nécessaire pour comprendre les rapports entre les deux poètes. De manière plus correcte, il faudrait envisager une forme d'émulation en fait entre les deux poètes qui avaient bien compris que le cadre d'exécution de leurs poèmes était différent de celui de l'épopée archaïque. Donc Apollonios sait très bien que, d'une part, il ne peut pas simplement refaire une Iliade ou une Odyssée, parce qu'il est à une autre époque, il doit recycler le motif, mais d'une autre manière, et puis il sait aussi qu'il ne peut pas être un second Callimaque ou un second Théocrite. Par contre, il va utiliser des éléments de ces deux poètes en particulier, mais les intégrer dans quelque chose qui sera une nouvelle forme d'épopée. Voilà. Avec ça, on est arrivé au bout de ce que j'avais à vous dire pour l'instant sur Apollonios. On continuera bien sûr sur d'autres sujets dès la prochaine fois, mais en attendant, est-ce que dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, quelque chose n'était pas clair? Est-ce que vous avez besoin d'une précision? Ça ne semble pas être le cas. Je vous souhaite une bonne suite d'après-midi et à la semaine prochaine.